Bonjour internet, j'espère que vous allez bien. Moi je vais modérément bien parce que ces derniers mois j'ai lu quelques livres qui ont mis mon innocence, ma foi en l'humanité et tout un tas d'autres choses encore à rude épreuve. Aujourd'hui on va parler de lecture glauque. Le mot glauque est ici à entendre dans son sens des lectures qui mettent mal à l'aise, qui sont dérangeantes, tant dans la forme que dans le fond. Il y a quelques mois j'ai demandé sur Instagram aux personnes qui me suivent de me dire quel était le livre le plus glauque qu'ils et elles avaient lu, et donc j'en ai fait une sélection, on va en parler tout de suite. En littérature et dans les arts de manière générale, je crois beaucoup dans le potentiel subversif, le potentiel innovant, innovateur que peuvent avoir les œuvres qui vont vraiment mettre à mal nos émotions, nos représentations et nos ressentis. C'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup sortir de ma zone de confort et me confronter à ce type d'œuvres en littérature comme au cinéma, comme dans plein d'autres formes artistiques. Donc on va tout de suite faire un énorme trigger warning de tout. On va parler de violence en tout genre, on va parler de tout ce qui peut se faire de plus horrible parmi les humains, de violence, d'inceste, de violence sexuelle, de violence sur les animaux, de tout. Donc gros trigger warning. On commence par Dirty Weekend de Hélène Zahavi. Alors j'étais très contente que ce livre se retrouve dans la liste parce qu'il m'intéressait beaucoup depuis que j'ai lu le formidable essai Se défendre d'Elsa Dorlin, dont j'ai parlé dans une précédente vidéo et que je vous recommande vivement. Elle analyse beaucoup ce que ce texte a de profondément subversif et en réalité de profondément féministe. Donc ce livre est paru en 1991 au Royaume-Uni et il fait partie des derniers livres, je crois que même que c'est le dernier livre qui a fait l'objet d'une demande d'interdiction pour cause d'immoralité. Le personnage principal est une jeune femme qui au début du roman habite dans un petit appartement en sous-sol et en fait elle se rend compte qu'elle a un voisin qui l'observe depuis l'immeuble d'en face, depuis sa fenêtre, et qui en fait la harcèle de plusieurs manières, notamment en l'observant depuis la fenêtre de son appartement. Et en fait ce harcèlement, cette agression récurrente de la part de son voisin, ça va être vraiment la goutte d'eau qui va faire déborder le personnage principal et qui va en fait partir dans une folie meurtrière et tuer dans une espèce de rage irrépressible tous les hommes qui vont croiser son chemin. Alors à titre personnel j'ai beaucoup aimé ce roman que j'ai trouvé extrêmement cathartique, qui n'est à mon sens pas si glauque que ça, même si il y a parfois des atmosphères et une sensation un peu d'étouffement et quelque chose dans le langage aussi qui m'ont fait penser au roman La pianiste de Elfriede Jelinek. Et je pense que de manière générale, si vous aimez Elfriede Jelinek, il y a de fortes chances que vous aimiez ce roman parce qu'il y a vraiment quelque chose, je trouve, d'assez similaire dans les énergies, dans les atmosphères et dans le style encore une fois. D'ailleurs La pianiste en tant que lecture glauque aurait tout à fait pu se retrouver dans cette vidéo si je l'avais pas déjà lu auparavant. Je pense aussi que je ne devrais pas me tromper en avançant que c'est certainement un roman qui a beaucoup influencé aussi l'œuvre de Virginie Despentes parce que il me semble qu'on y retrouve un héritage par exemple dans des romans comme Baise-moi. Je m'avance peut-être mais en tout cas c'est pour dire qu'il y a quelque chose de commun en tout cas. C'est assez court, ça fait 200 pages environ et je vous le recommande vraiment parce que là on est vraiment dans un roman qui va à 100 à l'heure. C'est une sorte de road trip vengeur et sanglant, assez bien écrit, mordant et très cathartique comme je le disais. Je vous recommande également si vous le pouvez de feuilleter l'analyse qu'en a fait Elsa Dorlin dans Se défendre qui est extrêmement intéressante. Ensuite Les infortunes de la vertu de Sade qui est également connu sous le titre Justine et les malheurs de la vertu. Alors là on part vraiment sur du classicisme un peu de la lecture glauque, de la lecture dérangeante, de la littérature subversive. Donc c'est un nom qui est évidemment revenu beaucoup quand j'ai demandé aux personnes quelles étaient leurs lectures les plus glauques. Moi j'ai choisi de me tourner vers Justine et les infortunes de la vertu et honnêtement je regrette, tout en ayant bien conscience qu'il me manque certainement un recul un petit peu académique ou un référentiel. Pour parler de ce livre, je dois quand même dire que c'était une lecture que j'ai trouvée extrêmement fade et décevante. Dans Les infortunes de la vertu, la forme est celle d'un conte philosophique dans lequel on va suivre une jeune femme qui s'appelle Justine, enfin une jeune fille, je crois même une enfant, je sais plus quel âge elle a exactement, qui va essayer en fait en permanence de toujours faire le choix de la vertu et ça va être l'occasion pour Sade de développer sa vision de la morale et surtout sa vision de la vertu. Le clergé s'en prend plein la figure et ça c'est assez appréciable, néanmoins j'ai trouvé que c'était extrêmement répétitif. J'ai été assez déçue par le style que j'imaginais quand même beaucoup plus flamboyant. Il y avait vraiment des formules très répétitives, la morale philosophique est vraiment répétée en long, en large et en travers 1000 fois, paraphrasée de plein de manières différentes. Du coup c'est quand même extrêmement redondant à lire. Parfois j'ai trouvé que les raisonnements philosophiques ne tenaient pas debout, même s'il essayait de les reformer 50 000 fois, c'était vraiment pas très convaincant. Encore une fois j'ai envie de faire plein de disclaimers parce que je me sens
vraiment pas légitime pour approcher parfois ce type de classique et surtout pour en apporter un regard critique. Donc je répète encore une fois que c'est strictement mon avis personnel, pas très éclairé, c'est-à-dire pas grand chose, mais il y a quand même quelque chose que je trouve un petit peu gênant, un petit peu dérangeant, un petit peu décevant, surtout quand on sait que 5 ans avant l'apparition de ce livre vous aviez en France Les Liaisons dangereuses de Laclos, qui certes se place sur un autre registre et qui certes ne va peut-être pas aussi loin dans les représentations, mais qui je trouve dans le propos libertin, dans le propos sur les perversions, dans le propos qui je trouve en fait dans la subversion fonctionne à mes yeux beaucoup mieux. Et vraiment à la même époque aussi, je crois que c'est à peine 10 ans après Les Infortunes de la Vertu, vous avez Le Moine de Lewis, encore une fois aussi sur un autre registre, mais qui traite quand même de thématiques de perversion, qui traite quand même d'immoralité, qui traite quand même de sexe, de luxure, de violence sexuelle, et qui à mes yeux par exemple est un texte beaucoup plus puissant que Les Infortunes de la Vertu. Voilà, je me suis profondément ennuyée honnêtement, je ne sais pas si je retenterai avec cet auteur, ce n'est clairement pas le livre le plus glauque que j'ai lu, donc on m'a dit que Salo et les 120 jours de Sodome par exemple allaient quand même beaucoup plus loin en termes de subversion, en termes de glauque, donc peut-être que je retenterai avec celui-là. Entre temps je me suis aussi procuré Les Crimes de l'amour qui est un recueil de nouvelles sur l'inceste, mais en tout cas Les Infortunes de la Vertu c'était clairement pas transcendant pour ma part. Ensuite, oula, gros morceau, extrêmement sombre, j'ai lu Vénus Erotica de Anaïs Nin, dont je ne vous montre pas la couverture parce que j'ai peur qu'elle soit censurée. Alors je pense que de tous les textes que je présente ici, celui-ci est clairement celui qui m'a le plus dérangé, le plus perturbé. Il y a même certains passages du texte où j'ai sauté des pages honnêtement, où c'était impossible pour moi de lire ça. Vénus Erotica, c'est un recueil de nouvelles, de textes érotiques que Anaïs Nin a écrit dans le cadre d'une commande. Et en fait elle introduit, il y a un petit prologue d'introduction où elle explique en fait que pour écrire ces textes elle a vraiment essayé de se placer du point de vue d'un homme. En fait son regard personnel à elle et son univers érotique à elle, en fait il l'affleure seulement par moments, mais qu'elle il crève un peu la surface à certains passages du texte, mais que vraiment tout a été rédigé dans la perspective de séduire un lectorat masculin. Et en fait la toute première nouvelle du recueil qui s'appelle L'Aventurier hongrois, c'est un texte érotique sur un homme pédophile. Voilà, donc dans le recueil il y a vraiment de tout, il y a de la pédophilie, il y a du racisme, il y a même de la zoophilie à un certain moment. Je me souviens notamment d'un texte qui parle de l'inceste et où l'acte en fait incestueux est décrit du point de vue du père. Et comment vous dire que ça m'arrive quand même vraiment rarement, mais là j'ai sauté des pages, c'était impossible pour moi de lire ça. En fait après la première nouvelle et après le prologue, j'ai vraiment essayé de lire les textes comme on essaie de décrypter une énigme, et j'ai l'impression que c'est un peu quand même souvent comme ça qu'on lit Anaïs Nin. Donc moi je suis pas experte de cette autrice, mais il y a par exemple la dessinatrice Digli qui en parle extrêmement bien sur YouTube et sur Instagram ou dans des podcasts. Moi j'ai l'impression d'être quand même pas très sensible à cet univers extrêmement violent, extrêmement trouble, qui s'explique en partie par le fait qu'Anaïs Nin, elle a vécu un inceste commis par son père, et donc c'est une thématique et quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans ses textes. Voilà, j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de mettre à distance ce que je lisais pour voir aussi ce qu'Anaïs Nin peut-être essayait de nous dire et essayer de dénoncer de l'univers érotique masculin, de la violence masculine, etc. Quelque chose qui m'a beaucoup interpellée, c'est que il est beaucoup question dans ces nouvelles de l'artiste et de son modèle, et où souvent par exemple l'artiste est une femme qui observe son modèle. Je pense que cette thématique du regard féminin et du point de vue féminin est quand même présent, et qu'il y a quand même beaucoup de choses à tirer de ce texte d'un point de vue métaphorique et d'un point de vue symbolique. Mais voilà, il faut quand même réussir à passer au-dessus de ce qu'on est en train de lire, et pour moi c'était quand même extrêmement difficile. Là je suis en train de feuilleter, je me rappelle qu'il y a aussi de la nécrophilie, donc vous voyez il y a vraiment absolument tout. Et j'ai quand même été dérangée des fois par le style ou par les formulations que je trouvais pas toujours extrêmement transcendant et transcendantes, et aussi par le racisme que j'ai trouvé quand même extrêmement présent dans le texte. Donc voilà, ça c'était pour Vénus Erotica de Anaïs Nin. Ensuite, on part sur quelque chose d'un petit peu plus léger, quoique j'ai lu Truisme de Marie Darrieussecq, qui est un texte très court de moins de 150 pages dans lequel on va suivre une femme qui se transforme en truie, tout simplement. Alors je comprends vraiment à 100% pourquoi ce texte s'est retrouvé dans les lectures les plus glauques de quelqu'un, parce qu'il y a une atmosphère et il y a en fait là pas uniquement dans le fond mais aussi dans la forme quelque chose qui est très oppressant et qui est très perturbant.
Le roman est raconté à la première personne du singulier, c'est la femme elle-même qui raconte sa transformation. Et en fait, vous avez aucun chapitre, tout le texte est écrit d'un seul bloc. Tous les dialogues sont racontés de manière indirecte, par exemple, il m'a dit, je lui ai dit, etc. Et il y a quelque chose d'un petit peu halluciné où évidemment la frontière entre le réel, le rêve, l'imaginaire, la drogue même, sont assez floues. Il y a des passages qui sont presque un petit peu allégoriques, un petit peu fantasmagoriques. Les personnages sont tous plus affreux les uns que les autres, et là on retrouve aussi une présence du racisme qui est à mon sens mais qui est à mon sens là abordé différemment et je pense dénoncé par l'autrice à travers des personnages qui sont complètement exécrables et complètement racistes, et donc la narratrice en fait partie par exemple. Et donc tout ça fait que le texte est extrêmement compact, extrêmement rebutant, et que d'une page à l'autre il est impossible de savoir où le récit va vous mener. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était quand même un livre assez inclassable. J'avais jamais rien lu auparavant qui ressemblait à ça. J'ai trouvé que d'un point de vue glauque et d'un point de vue subversif, ça fonctionnait quand même vraiment beaucoup. Et en fait, ce que je dois dire, c'est que j'ai vraiment adoré la fin. Je trouve que la fin est magnifiquement bien écrite et magnifiquement symbolique et sensorielle. Je me rends compte que c'est un texte qui m'a marqué et qu'en particulier la fin m'a marqué. Voilà, c'est un petit peu dur d'en parler. Je trouvais que là aussi, encore une fois, il y avait quelque chose qui me faisait penser à La pianiste d'Elfriede Jelinek. C'est sans aucun doute un texte qui aura vraiment beaucoup apporté et qui a, je pense, beaucoup influencé toute une génération d'autrices. Donc c'est peut-être moi qui psychote et qui vois ce livre un peu partout, mais voilà, il y a des choses qui m'y ont fait penser encore une fois dans Truisme de Marie Darrieussecq. C'est une lecture que je vous recommande qui est très glauque encore une fois. Vous allez avoir des meurtres, vous allez avoir de la sexualité un petit peu strange, un petit peu débridée. Vous allez avoir aussi cette thématique de la métamorphose qui est quand même très riche, très intéressante, et là je trouve qu'il est traité d'une manière assez inédite et assez terrifiante. Voilà, j'ai un petit peu du mal à en parler parce qu'encore une fois c'était assez unique comme lecture. Donc si vous avez envie de passer 2 heures de lecture très perturbante et très percutante, je vous recommande Truisme de Marie Darrieussecq. Alors de nouveau on part sur quelque chose de complètement différent. J'ai lu Anima de Wajdi Mouawad, qui est un auteur né au Liban mais qui a vécu une partie de sa vie au Québec et une partie de sa vie en France, qui est surtout connu pour ses travaux dans le spectacle vivant. Il a écrit des pièces de théâtre, il a mis en scène des pièces de théâtre. Anima, c'est un des seuls romans qu'il a écrit, c'est un bon gros pavé quand même de 500 pages dans lequel on va suivre un homme qui part à la recherche de l'assassin de sa femme. Et en fait la particularité majeure de ce roman, c'est qu'il est raconté à chaque chapitre du point de vue d'un animal en fait. Des oiseaux, des chiens, des insectes, des poissons qui croisent la route de cet homme et qui assistent en fait à des scènes. Et donc on a une écriture qui est à mon sens extrêmement cinématographique, avec des changements de point de vue, avec une espèce de focalisation multiple qui est extrêmement intéressante et extrêmement riche. Et en fait Anima, c'est vraiment le livre de cette sélection qui m'a fait la plus forte impression. Alors c'est clair que c'est un roman qui est très dérangeant, qui est vraiment sombre et sauvage, qui contient des scènes particulièrement difficiles à lire, mais c'est un texte qui a une force métaphorique et une force politique, parce qu'en fait ce roman il part d'un fait divers, enfin il part du meurtre d'une femme, mais je pense qu'il faut vraiment découvrir et pas que je vous raconte l'ensemble des enjeux et des thématiques très fortes et très engagées qui sont déployées au cours du roman et qui sont déployées d'une manière que j'ai trouvé très incarnée. La seule chose que je peux vous dire qui ne va pas trop vous spoiler, c'est que en fait il y a dans ce roman qui a un élan très animiste, très chamanique, on est un peu dans quelque chose comme ça, avec une énergie, un univers très élémentaire et très primitif en quelque sorte. Un très grand roman noir hanté par les fantômes de la colonisation et de la colonisation à diverses époques et sur divers continents. Voilà. Voilà, je vais pas trop en dire plus, sachez qu'en tout cas moi j'ai adoré ce livre, que je le recommande. Encore une fois, si vous avez quand même le cœur bien accroché, en même temps si vous regardez cette vidéo j'imagine que c'est un peu le cas. Il y a des scènes très violentes, mais c'est à mes yeux un magnifique roman. En plus il est extrêmement bien écrit, en tout cas à mon sens. Il y a une écriture un petit peu particulière à laquelle il faut s'habituer au début, mais c'est très visuel. Il y a des passages aussi un petit peu plus philosophiques que j'ai trouvé également très bien écrits, et puis on sent aussi, il me semble, l'influence aussi de l'homme de théâtre de la part de l'auteur, parce que il y a des dialogues qui sont très vivants, qui sont très bien écrits, avec des personnages qui sont bien construits et décrits dans leur attitude. On a sur eux le point de vue à chaque fois d'observateurs extérieurs, plus ou moins extérieurs, mais vous découvrirez par vous-même. Et donc aussi des descriptions de leur langage corporel, etc. qui font que c'est encore une fois un roman qui est très incarné, et moi qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup hanté dans les semaines après lesquelles je l'ai lu. C'était vraiment très difficile de lire quelque chose après ça parce que tout semblait
extrêmement fade et voilà, c'est clair et net que je vais relire d'autres livres de Wajdi Mouawad. J'avais beaucoup aimé l'adaptation que Denis Villeneuve avait fait d'une de ses pièces de théâtre, donc je vais peut-être aussi lire ses pièces de théâtre. Et comme vous l'avez compris, je recommande à 1000%. Et pour conclure, encore une fois, un livre complètement différent qui n'a rien à voir. J'ai lu Cadavre exquis de Agustina Basterica, qui est une autrice argentine. Alors avant de faire ce sondage sur les lectures glauques sur Instagram, je n'avais littéralement jamais entendu parler de ce livre qui est sorti je crois assez récemment, enfin en tout cas on est vraiment dans de la littérature contemporaine. Et il s'agit ici en fait d'une dystopie dans laquelle, après des événements dont on ignore un petit peu la teneur, les humains en fait se mangent entre eux. Voilà, tout simplement. Et en fait on va avoir la description, donc on n'est pas dans des personnages qui se mangent entre eux parce que on a sombré dans l'apocalypse et que les gens s'attaquent à la Walking Dead. Non, pas du tout. Là ça a vraiment été institutionnalisé, c'est-à-dire que dans le monde, l'univers décrit par l'autrice, il n'y a plus de viande, mais on a en quelque sorte converti toutes les infrastructures de fabrication de la viande et d'abattage des animaux actuels en abattage d'êtres humains et donc également en élevage d'êtres humains qui sont destinés à la consommation des autres. Alors j'ai trouvé personnellement que ce parti pris de base était extrêmement intéressant et donc c'est vrai que tout au long du livre on va avoir une description que j'ai trouvée assez précise et assez mordante de tout l'engrenage en fait, de toute la chaîne de fabrication de cette viande, de toute sa fabrication morale entre guillemets, c'est-à-dire on va pas seulement parler de la manière dont les humains sont élevés et sont abattus et ensuite sont distribués pour être mangés, on va aussi parler de la manière dont ça a pu être rendu acceptable d'un point de vue moral de plusieurs manières. Donc par exemple le fait de ne pas utiliser certains mots, le fait de changer par le langage la perception qu'on va avoir de certains êtres vivants. Donc par exemple les humains qui sont destinés à la consommation ne sont pas appelés des humains ou des personnes, ils sont appelés des têtes, etc. Donc il y a tout un vocabulaire de la viande humaine qui va se déposer en fait sur le système et qui va lui permettre d'exister. Donc ça j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça s'inspire et que ça évoque évidemment tout ce qui existe actuellement dans notre système et qui est relatif à la viande, comme le fait d'avoir un vocabulaire un peu particulier, comme le fait d'avoir des détournements un peu dans les représentations et dans la morale qui font que ça va nous paraître beaucoup plus acceptable. Donc le personnage principal du livre est un cadre, une personne un petit peu haut placée qui travaille dans un de ces abattoirs et en fait dans cet univers là il y a des personnes qui peuvent acheter, en fait qui peuvent acquérir un humain, enfin une tête, l'élever chez eux et donc comme certaines personnes ont par exemple un cochon ou un autre animal qu'elles élèvent pour le manger, il y a des personnes qui élèvent aussi d'autres humains à la maison chez eux pour les manger et donc le personnage principal va se retrouver avec une de ces têtes chez lui et voilà, il va se passer tout un tas de choses que je vous laisserai découvrir. On a aussi toute la description assez législative un peu de cet univers et de comment vont être régentées par exemple les relations aussi entre les humains et leurs têtes. Voilà, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Après il y a quelque chose qui est un petit peu inabouti quand même d'après moi. Je trouve que l'idée est très bonne et que le développement de plein de manières est assez bon, mais au niveau de la narration, au niveau vraiment du développement des personnages etc et de l'action, il y a quand même pas grand chose qui se passe à mon sens et il y aurait pu avoir une ampleur, je pense que ça aurait pu aller beaucoup plus loin en fait dans ce qui est raconté, dans la portée symbolique de ce qui est raconté et qu'au final il y a comme quelque chose qui reste un petit peu en surface. Voilà, c'est peut-être dû aussi au fait que le livre est assez court, il fait 300 pages seulement, ce qui pour une dystopie telle que celle-ci peut manquer un petit peu d'ambition à mon sens, mais voilà, c'était quand même une lecture assez plaisante entre guillemets au vu de ce qui est raconté, parce que c'est quand même assez graphique, même s'il y a une froideur et un côté un petit peu chirurgical dans le langage qui font qu'on va pas être dans la débauche sanglante etc. Voilà, c'est quand même glauque évidemment comme vous vous en doutez. Donc je recommande, mais c'est clair que par rapport à d'autres lectures par exemple que je vous ai présentées précédemment, c'était pas le livre le plus marquant, mais qui avait au moins le mérite d'aborder des thématiques assez innovantes et assez intéressantes. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Moi de mon côté je vais lire des choses très légères et très divertissantes après ça. L'idée quand même que j'ai pour cette vidéo, ce serait éventuellement de faire un deuxième épisode dans lequel je lirai d'autres lectures, déjà parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont été conseillées au moment déjà où j'ai sélectionné celle-ci, mais aussi si vous découvrez cette vidéo, si vous découvrez mon compte Instagram, ma chaîne littéraire, ou que vous aviez raté le moment où j'avais fait ce sondage, n'hésitez pas à me recommander dans les commentaires ou en message privé, à me dire vous quel était le livre le plus glauque que vous ayez lu, et n'hésitez pas à rajouter quelques lignes en expliquant pourquoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la partager et à l'envoyer à quelqu'un qui a tendance à lire des choses très bizarres. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.